Bonjour, ici Bruno et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 qui fait partie d'une série de 3 vidéos sur le thème comment choisir son courtier. Dans la première vidéo, on a vu un petit peu quelle était la relation entre le courtier et la banque. Dans la deuxième vidéo, on a vu les avantages que vous pouvez trouver à faire affaire avec un courtier. Et dans cette dernière vidéo, pour nuancer, on va voir néanmoins quelles sont les limites de passer par un courtier. Alors tout simplement, dans un premier temps, on va voir quelles sont les limites du courtage immobilier. Malgré le fait que ça a explosé en France au cours des 15 dernières années et qu'on est encore loin des chiffres dans des marchés anglo-saxons tels que l'Angleterre ou les États-Unis, je vous rappelle plus de 60%, aujourd'hui en France entre 35 et 40, on va voir qu'il y a peut-être quelques limites et comment essayer de faire attention pour ne pas se faire piéger. Dans un deuxième temps, on va voir une méthode simple en 3 points pour choisir le bon courtier et réussir cette relation pour obtenir des financements pour vos investissements immobiliers. C'est parti. Première limite que l'on peut identifier par rapport au courtage immobilier, c'est que finalement, les courtiers ne sont pas décisionnaires. Et oui, ce ne sont que des intermédiaires. Et au final, les oui ou les non par rapport à prêt que vous allez faire sera donné par la banque prêteuse et pas par le courtier. Donc, on peut se dire, c'est vrai, du coup, ça va rajouter un intermédiaire en plus et surtout qui n'a pas la capacité de décision. Dans la vidéo numéro 2, on a vu que effectivement les courtiers peuvent être des spécialistes et ils ont souvent des relations au sein des banques à des niveaux hiérarchiques plus élevés, directement au niveau des services d'octroi des emprunts. Mais si vous faites affaire avec un courtier qui ne connaît pas nécessairement très bien le système parce qu'il est nouveau ou parce qu'il n'a pas encore un bon réseau au sein des banques, vous allez vous retrouver dans la même situation que si vous passez par un conseiller bancaire qui n'y connaît pas grand chose non plus. Donc il faut vraiment faire attention à trouver une personne compétente au sein des entreprises de courtage, une personne compétente et surtout qui a les bons niveaux de relation auprès des banques. En tout état de cause, si vous habitez par exemple dans une zone peu peuplée avec des petites agences bancaires, il est probable que vous ayez directement dans ces agences affaire avec les directeurs d'agence. Auquel cas, il serait peut-être plus judicieux d'aller voir directement ces gens-là puisque eux sont décisionnaires et eux peuvent prendre la décision à l'échelle de leur agence. Un directeur d'une agence bancaire, ils ont souvent ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire qu'ils peuvent octroyer eux-mêmes sans demander à personne des prêts pour un montant de 200 000, 300 000, 500 000, tout dépend du niveau de délégation. Et donc ça, c'est important à savoir. Si vous avez affaire et si vous avez un contact avec quelqu'un qui a un haut niveau de délégation, vous pouvez très bien passer par lui, qui plus est s'il connaît bien l'investissement immobilier. La deuxième limite que l'on peut dire par rapport au courtier immobilier, c'est que dans certains cas, il peut y avoir conflit d'intérêts. Donc conflit d'intérêts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ils ne vont pas vous donner la meilleure offre parce qu'ils ont un intérêt autre part. Et là, je vais vous montrer un petit document qui a fuité auprès d'une banque dans la région toulousaine et qui va vraiment expliquer tout ça. Donc voilà, c'est une image du Crédit Agricole de Toulouse. Donc un document qui a été envoyé à tous les prescripteurs avec qui la banque travaille. Donc les prescripteurs, ce sont soit les courtiers directement, soit des intermédiaires, des gestionnaires de patrimoine, etc. Avec une grille claire. Les taux fixes, voilà combien c'est. Pour, ici on a 240 mois et plus, 217 et 240 mois, c'est allez 20 ans, 3,50 si l'apport est inférieur à 20%. Et le taux sera de 3,40% si l'apport est supérieur à 20%. Donc, on voit également tout en bas quelque chose qui est encore plus choquant. Enfin, c'est pas choquant finalement, c'est normal, mais qui va vous faire comprendre que le courtier n'est pas forcément le plus impartial. On voit ici que si au moins une des conditions ne sont pas remplies dans le dossier, il y aura une surcote de 0,1
10% sur le taux d'intérêt. Et quelles sont ces conditions? Eh bien c'est très simple, il faut que le flux, c'est-à-dire que les salaires de l'emprunteur soient de 30 000 euros pour une personne ou 45 000 euros par un couple. Il faut également que le client prenne une assurance multi-risque habitation, MRH ici, et qu'il prenne l'assurance emprunt du groupe, avec une quotité minimale, ici on va marquer 150% et 2 emprunteurs. Enfin, il faut que l'emprunteur domicilie ses revenus au sein de la banque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, clairement, le courtier va recevoir ce type de barème chaque mois de la part des différents établissements bancaires avec lesquels il travaille. Et il va faire ses propositions et ses sollicitations auprès des banques pour les clients qu'il a en fonction de ce barème. Ici, on voit que si le client ne prend pas l'assurance du groupe, eh ben, il aura une pénalité sur son taux. Alors, on se dit que normalement, le courtier devrait, pour l'intérêt du client, parce que c'est pratiquement dans 100% des cas vrai, en passant par une assurance déléguée, donc une assurance différente de la banque qui prête, on a un taux qui est plus faible. Donc, c'est ce que le courtier devrait recommander dans l'intérêt maximal de son client. Or, s'il fait ça, il va y avoir un taux supplémentaire. Et même, ce qui n'est pas dit ici et qui est plus insidieux, c'est que si le client ne prend pas l'assurance au sein du groupe, le groupe ne va pas financer l'offre. Et pour le courtier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir un nombre de prêts acceptés au sein de cette banque qui va diminuer, donc il va avoir moins de volume et il va être moins apprécié par cette banque-là. Et il va pouvoir avoir moins de ristourne sur les futurs prêts. Donc vraiment, on voit que dans l'essence même de la relation entre les banques veulent que les courtiers leur amènent du volume, mais elles posent des conditions. Et le courtier est au milieu des deux et il doit essayer d'aligner au mieux les intérêts qui peuvent être parfois plus prépondérants en faveur de la banque et pas en faveur du client. Il y a un deuxième cas aussi, c'est que par exemple, un courtier va travailler avec la banque X, Y, Z en priorité et la banque A ou la banque B qui pourrait à un temps T avoir des meilleures conditions, ne va pas être consulté par ce courtier-là parce que ce courtier n'a pas forcément de relation avec cette banque. Donc la promesse que le courtier va vous faire, qui va travailler avec toutes les banques, plus de 100 banques, déjà c'est faux parce que comme on a dit, il y a moins de 20 établissements bancaires différents en France qui vont octroyer des prêts pour les particuliers. Donc déjà on se limite à une vingtaine. Et même sur cette vingtaine-là, le courtier à un instant T va travailler avec maximum 5 banques à la fois. Et puis en fonction de votre profil, en fonction du dossier, elle va plutôt privilégier telle banque. Par exemple, dans un des projets qu'on avait fait sur un immeuble mixte avec du résidentiel et du commercial, il m'a dit clairement que telle banque ne faisait pas d'immeuble mixte et que du coup, on n'allait pas solliciter un prêt auprès de chez eux. Ça peut être d'autres conditions qui sont plutôt liées à la relation que le banquier a avec le courtier ou que le courtier a avec la banque et qui vont faire qu'à un instant T, il va limiter sa sollicitation à 2 établissements bancaires parce qu'il doit faire du chiffre auprès d'eux et parce qu'il doit prouver qu'il s'est ramené du volume. Donc là vraiment c'est le conflit d'intérêts, il faut y faire attention. Et je voudrais juste repartir sur ce qu'on a dit dans la vidéo 1, la manière dont les courtiers se font rémunérer. Donc on a dit qu'ici il y a vous, ici il y a le courtier et enfin à droite on a la banque. De toutes les manières, le courtier sera rémunéré par la banque en pourcentage du financement, environ 1%. K1 et K2. Je vous rappelle d'aller voir ça sur la vidéo numéro 1. Et après, il y a 2 modes qui différencient. C'est que le courtier peut être rémunéré également par le client, par vous donc, en payant un forfait, en recevant un forfait. Et le deuxième cas, c'est que c'est complètement gratuit pour le client, 0%, 0 €. Et donc, vous pouvez vous dire, c'est mieux de passer par un courtier qui va me prendre 0 € de frais de courtage et uniquement se financer auprès de la banque. Alors, oui, de prime abord, ça paraît logique et implacable comme raisonnement, mais lorsque je vous ai parlé du conflit d'intérêts, vous vous rendez compte que, en fait, il vaut peut-être mieux parfois
travailler avec un courtier qui prend une commission pour faire votre analyse de dossier et le pousser auprès des banquiers, parce qu'il va être peut-être un peu plus impartial par rapport aux offres des différentes banques qu'il va recevoir. C'est-à-dire qu'il ne va pas choisir la banque qui offre la plus grosse commission, il va choisir la banque qui défend le mieux vos intérêts, puisqu'il va se rémunérer également en partie sur le forfait. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de courtiers qui essayent de fonctionner avec le bouche à oreille pour faire grossir leur activité, et que la satisfaction client est au cœur de leurs objectifs, et donc essayer de trouver les meilleures conditions pour un client signifie avoir un plus gros bouche à oreille et puis d'avoir d'autres futurs clients. Donc vraiment, pour moi, je pense que travailler avec un courtier qui prend un forfait, en général ça tourne aux alentours de 1000 euros, allez, entre 500 et 1500 euros. C'est pas forcément quelque chose de néfaste, surtout si vous faites des prêts qui vont faire 100, 150, 200 000 euros. Troisième limite du courtier, et ça je pense qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont eu à faire, c'est que ce ne sont pas des magiciens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes désespéré avec un cas totalement infinançable, le courtier ne va pas forcément pouvoir faire grand-chose. Comme on l'a dit, ce ne sont pas des décisionnaires, eux ils travaillent avec des banques et ce sont les banques qui prennent les décisions finales. Donc si dans tous les cas les banques ont eu des décisions négatives à votre rencontre par rapport à votre projet, ça va être difficile de financer. Alors bien sûr, vous allez pouvoir trouver le courtier qui a des très bonnes relations, alors qui comprend très bien le projet et qui va pouvoir le reficeler d'une excellente manière pour le présenter à une banque dont il a la confiance, et hop, ça va déclencher un prêt. Donc oui, ça c'est possible, mais en général les courtiers ne sont pas des magiciens. Et encore, comme je le disais, ne croyez pas à un courtier qui va vous dire qu'il va pouvoir solliciter 50 banques et que forcément dans ce lot il va trouver un prêt, ou alors les différents classements qu'il y a des courtiers. Tel courtier a réussi à avoir tel taux aussi bas tel mois, tel autre courtier il a fait encore mieux, il a réussi à avoir un taux encore plus bas. Déjà premièrement, ces chiffres ne sont vérifiés par personne, donc je ne veux pas dire que c'est de la publicité mensongère, mais on va pas prendre ça pour argent comptant. Et puis deuxièmement, oui, il se peut qu'ils ont eu accès à des crédits aussi bas, mais pour quelle raison? Peut-être parce que l'emprunteur a mis 80% d'apport, et effectivement s'il ne reste plus que 20% à mettre de la part de la banque, eh ben, elle va pouvoir donner un taux très bas. Si c'est dans une région et avec une situation ou une agence qui a vraiment besoin de boucler ses chiffres de l'année ou du trimestre, et qui va faire la course à l'échalote pour donner des prêts, eh ben, elle va peut-être faire quelques concessions pour baisser ses taux au maximum. Donc ces différents classements et ces différents taux magiques, ces différents taux exceptionnels que les courtiers arrivent à avoir, ce sont souvent des exceptions et pas la norme. Donc ne pensez pas que le courtier est un magicien. Surtout si vous avez un dossier difficile, et finalement plus vous avancez dans les investissements et plus vous allez avoir un dossier complexe avec déjà du patrimoine, avec des encours dans de multiples banques, etc. Ça va être de plus en plus dur pour le courtier. Alors encore une fois, il faut réussir à travailler avec des courtiers qui ont l'habitude de travailler avec des investisseurs immobiliers, parce que ceux-là vont pouvoir vraiment vous aider et vraiment avoir une valeur ajoutée. Les courtiers qui font principalement de la résidence principale, qui prennent des dossiers faciles, les 30% d'endettement maximal avec une situation stable, ceux-là, ils ne vont pas vous aider, et il faudra aller chercher un courtier qui s'y connaît, ou alors directement un banquier qui est un investisseur immobilier, ou en tout cas qui s'y connaît bien dans l'investissement immobilier et qui va pouvoir vous aider concrètement. Enfin, quatrième limite pour moi de passer par un courtier, c'est que ça va enlever l'étape et l'épreuve de présenter votre dossier à un banquier directement. Effectivement, c'est toujours intéressant de passer devant un banquier et de lui présenter votre dossier. C'est une des meilleures manières de se former, et c'est une des meilleures manières de s'améliorer également. C'est-à-dire que vous devez préparer un document qui ressemble, pour les meilleurs d'entre eux, à des business plans. C'est-à-dire quels sont les chiffres, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'espère toucher avec ce projet, dans combien de temps, comment gérer ma trésorerie pour mes biens passés, quel historique de transactions j'ai déjà réalisé. Tout ça, c'est vraiment essayer de vendre son projet au banquier, qui est un partenaire et qui va vous permettre de financer d'autres projets ultérieurement. Et si vous confiez uniquement
cela à un courtier et que vous avez jamais vraiment mis les mains dans le cambouis et eu un refus, une discussion houleuse avec un banquier qui va remettre en question tout votre dossier, bah, vous ne ferez pas forcément de progrès. Donc ça peut vraiment être intéressant, en tout cas au départ, de faire au moins une fois, d'aller voir un banquier, peut-être votre banquier historique, pour lui présenter votre dossier et pour passer cet examen de la recherche de prêt. Voilà, donc avant de conclure cette vidéo et qui conclura aussi la série des 3 vidéos, juste une petite méthode pour trouver un financement en utilisant un courtier. Premièrement, comme je l'ai dit, essayez d'aller voir votre banquier historique. Pourquoi? Bah parce que ça va vous permettre de passer cet examen. Parce que vous avez déjà une relation avec votre banquier historique, normalement, il connaît votre historique, quels sont les encours chez lui, et il a aussi un intérêt à vous garder en tant que client de la banque. Donc allez voir votre banquier en premier. Deuxième étape, allez voir un courtier et demandez-lui de chercher des financements dans 3, 4, 5 établissements bancaires autres que celui dans lequel vous êtes déjà client, celle que vous êtes déjà allé voir. De toute façon, si vous avez fait une demande auprès de votre banque historique, c'est gelé et le courtier ne pourra pas aller faire une sollicitation auprès de cette banque-là. Donc, allez voir un courtier que vous aurez trouvé préférentiellement par recommandation ou par le site dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 2. Pourquoi par recommandation? Parce que ça va vous permettre au maximum d'avoir un courtier qui sait travailler avec des investisseurs immobiliers. Ça ne sert à rien, d'après moi, d'aller voir un courtier qui fait que de la résidence principale ou un courtier qui est incompétent sur les dossiers d'investissement locatif. Vous perdrez autant de temps. Enfin, troisième point dans cette petite méthode, une fois que vous avez fait cette première sollicitation auprès de votre banque historique et en parallèle, vous avez été voir un courtier pour avoir d'autres sujets, relancez souvent. Il arrive que des courtiers peuvent être débordés ou même le banquier peut être débordé et c'est à vous de mettre, j'allais pas dire la pression, mais de montrer que vous êtes motivé et d'essayer d'avoir des réponses les plus rapides possibles. Et s'il ne donne pas de réponse, essayez de demander pourquoi, qu'est-ce qui bloque, quels sont les freins qui empêchent votre dossier de passer vite. Essayez de paraître motivé et potentiellement, vous pouvez toujours aller voir des établissements bancaires en parallèle si vous le souhaitez. Par exemple, le courtier vous a dit qu'il avait été voir la BNP, le Crédit du Nord, la Société Générale et le Crédit Foncier. Et rien ne vous empêche d'essayer de trouver un autre banquier qui va vous faire une proposition de façon parallèle. Et même lorsque le courtier vous aura donné une réponse d'une ou deux banques positives, vous pouvez aussi aller challenger ces résultats, soit auprès de votre banque historique en disant voilà ce que j'ai comme prêt, est-ce que vous pouvez vous aligner, ou soit auprès d'autres banques comme j'ai dit. Et voilà, vous pourrez avoir le meilleur des deux mondes, de travailler avec un courtier et d'avoir les meilleures conditions de crédit pour vraiment optimiser votre investissement locatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la petite zone de commentaires. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et une prochaine série de vidéos. Je vous dis ciao!